Bienvenue aux personnes qui sont avec nous et à Julien Bobroff, donc physicien et enseignant à l'université Paris-Saclay. On est l'école de la médiation, donc si vous ne connaissez pas, très rapidement, on propose des formations et des rencontres professionnelles pour les professionnels de la médiation, de la vulgarisation, de la communication scientifique et bien sûr, dans le contexte actuel, nos rencontres, en présentiel sont reportées, annulées, mais on avait le souhait avec mes collègues de continuer notre activité. On s'interroge toujours sur les pratiques métiers et bien sûr, en ce moment, toutes ces pratiques, elles sont chamboulées, elles sont requestionnées. Les compétences, la d'un seul coup, tout le monde est confiné, en télétravail. Qu'est-ce que ça change pour nos pratiques, pour nos missions, en fait? Et donc on a eu cette idée de continuer nos rencontres pro, mais bien sûr de manière nouvelle, confinée. Donc depuis 3 semaines, on a eu des professionnels, de la vulgarisation, de la médiation, du journalisme scientifique qui viennent nous parler. Et cette semaine, on est avec Julien. Donc Julien, est-ce que tu veux te présenter rapidement? Oui, ben, merci de m'accueillir, Rine, et merci aux autres d'être là. Je m'appelle Julien Bobroff, je suis physicien, je suis prof à l'université Paris-Saclay, et j'ai fait pendant une vingtaine d'années de la physique quantique, très traditionnelle, en laboratoire. Et puis depuis 2013, avec mon collègue Frédéric Bouquet, on a monté une nouvelle équipe d'un genre un peu étrange. Donc c'est une équipe de recherche dans mon laboratoire, au laboratoire de physique des solides, mais où on va étudier des questions de vulgarisation et d'enseignement, en essayant à chaque fois de développer de l'innovation, de la tester nous-mêmes, d'essayer de l'essaimer, de la diffuser, et puis aussi d'essayer, avec les sciences humaines et sociales, de mener des recherches sur ces questions-là. Donc voilà, on est une espèce d'objet un petit peu hybride et étrange dans le monde de la médiation, où on essaie de développer des nouveaux projets, à la fois côté vulgarisation et enseignement. D'accord. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter, une action de vulgarisation que tu as mis en place, depuis le confinement? Concrètement, je sais qu'on était à peu près 4 000, maintenant 21 000 une semaine après avoir suivi ta conférence confinée, par exemple, sur YouTube? Ouais, donc la conférence confinée, c'est un bon exemple. Alors on a plusieurs actions. Nous, on est une toute petite équipe, mais on bosse avec tout un grand réseau de designers, de créatifs, d'autres scientifiques. Donc quand est arrivé le confinement, on s'est tout de suite demandé comment est-ce qu'on pouvait rebondir dessus. Donc d'abord, on a rebondi dessus côté enseignement, parce que moi je suis enseignant-chercheur, donc il y a l'enjeu de l'enseignement à distance et réinventer des façons d'enseigner à distance. Et puis très vite, on s'est rendu compte que du côté de la vulgarisation, c'était peut-être bizarrement une opportunité de tester des choses nouvelles. Et nous, ce qui nous amuse justement, c'est tester des nouveaux formats, des nouveaux supports, des nouveaux médias. Donc on s'est demandé ce qu'on pourrait faire en confinement, pardon, qu'on n'aurait pas pu faire sinon. Et je me suis dit qu'en fait, un truc que je pouvais tenter, c'était faire une conférence complètement naze, quoi, complètement ratée, complètement cheap depuis mon appartement. Il faut savoir que je fais beaucoup de conférences de vulgarisation dans des cadres très cadrés, justement. Par exemple, à l'Espace des sciences de Rennes, où ils ont une régie incroyable, ils nous filment, c'est clean, c'est propre, c'est sur Internet après, ou dans plein d'autres lieux du même genre. Et donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça serait une conférence dans mon appartement que je donne en direct? Donc là, on est plusieurs à avoir eu cette idée-là, hein, je ne suis pas seul, mais peut-être ce qui me distingue des autres dans la façon que j'ai eu de l'aborder, c'était de me dire, qu'est-ce que je pourrais faire que je n'aurais pas pu faire sinon? Donc je voulais absolument échapper au format PowerPoint habituel où on va commenter un PowerPoint, hein, comme on en a l'habitude et comme je le fais Mmh habituellement mh. moi-même. Et donc je me suis demandé comment me décaler de ce format-là. Donc voilà, j'ai inventé une conférence confinée. Donc la première, c'était il y a 10 jours maintenant, non, une semaine, jeudi dernier, c'est ça. Et l'idée, c'était voilà, comment faire une conférence de vulgarisation pour le grand public, mais où j'échappe aux codes habituels de la conférence, justement parce que je suis en appartement, quoi. Comment retourner cette contrainte en un avantage. Donc, j'ai construit cette conférence avec l'aide de mon collègue Frédéric, un peu à distance, où l'idée, c'était de faire des expériences en direct, ce qu'on ne fait pas toujours dans des conférences grand public, ou en tous les cas, dans les conférences grand public, nos expériences, elles sont toujours hyper belles, hyper soignées et tout. Donc là, vraiment, le faire avec les moyens du bord et en direct, donc sans préparation. Et puis, je me suis dit qu'il ne fallait pas que ça soit seulement des petits ateliers de choses à faire soi-même. Donc, en menant aussi les calculs en direct, en faisant vraiment de la physique au tableau, hein. Moi, je me suis pris ma planche à repasser et puis des nappes blanches pour faire tableau. Et puis ensuite, ça c'est peut-être ma valeur ajoutée, c'est d'essayer de comparer ça aux recherches contemporaines. Vu que moi je suis chercheur, je connais bien le monde de la recherche contemporaine. Et donc pour chaque expérience, essayer de comparer ça à ce qui se fait dans les meilleurs laboratoires. Et puis là aussi, j'allais retomber inévitablement dans le PowerPoint pour montrer ce qui se fait dans les labos et autres. Et donc je me suis dit comment y échapper. Alors là, j'ai eu l'idée qui était de faire des maquettes maison. Donc des maquettes abominables en papier alu, en scotch, en spaghetti, en ficelle,
pour expliquer les plus belles expériences de pointe de laboratoire. Si je peux prendre un exemple pour que ça soit plus clair peut-être, ben, par exemple, la première expérience, c'était mesurer la gravité. Donc en gros, je lâche mon smartphone depuis le haut d'un escabeau. Le smartphone mesure sa propre chute et la durée me permet de trouver la gravité de la Terre. Et puis après, je compare ça à une manip de pointe qui est un satellite lancé par l'agence spatiale qui tourne autour de la Terre pour mesurer la gravité de façon absolument sublime et qui, pour faire ça, utilise un outil très sophistiqué dont j'avais fait une maquette à l'échelle, en papier alu et en boîte de conserve Bonduelle, si je me souviens bien, et que je fais en direct devant mon écran. Donc voilà, l'idée, c'était de réinventer un format de conférence. Alors au début, je visais surtout les classes. Je pensais notamment à des profs de lycée qui m'avaient contacté en me demandant si je ne pouvais pas faire quelque chose pour alimenter un peu les contenus. Donc j'étais un peu dans l'idée de viser des lycées, mais en fait, il s'est avéré que le public a été bien plus large que ce que je pensais en termes d'audience. C'est pas un public énorme par rapport aux conférences qu'on fait d'habitude, justement. Et j'ai certaines conférences de moi sur Internet où il y a plutôt des centaines de milliers de vues. Donc là, on est à quelques dizaines de milliers de vues pour l'instant. Mais ça a touché un public, je pense, un peu différent de ce que je fais d'habitude. Et clairement, la conférence elle-même, c'est un format complètement différent de ce que je fais d'habitude. Évidemment, bien plus bricolé, bien plus pauvre du point de vue technique, mais peut-être aussi plus vivant, plus improvisé, plus spontané, et qui crée une espèce d'horizontalité avec le public, quoi. Il y a ce truc-là. Et donc, si je prends un peu de recul sur ce format-là, mais là, je me rends compte que je suis hyper long dans mes réponses, hein, Rim, désolé. Y a pas de souci, en fait, c'est bien, tu réponds à mes propres relances, en fait, avant que je te relance. Donc c'est D'accord, parfait. mais t'hésites pas à m'interrompre, hein. Et puis les autres sur Twitter, si vous voulez, je vois vos commentaires en direct, donc vous n'hésitez pas. Mais en gros, voilà, ce dont on s'est rendu compte après coup, donc je l'ai fait un peu dans le feu de l'action comme ça, hein, cette conférence, en direct, c'était un pari un peu dément parce que c'était plein d'outils techniques que je maîtrisais pas trop. Mais ce qu'on a eu après, on a eu beaucoup de retours, j'ai eu beaucoup de messages, beaucoup de commentaires sur YouTube, aussi beaucoup de mails de gens qui m'ont envoyé. Et les messages étaient différents d'habitude. C'est ça que j'ai trouvé amusant, c'est que par rapport aux conférences habituelles, on a plein de messages très scientifiques, très posés, très cadrés, un peu comme nos conférences nous-mêmes. Là, soudain, il y avait des messages bien plus empathiques, bien plus affectueux. Les gens me remerciaient, ils étaient reconnaissants. Il y avait une espèce de machin très humain. Et je pense que ça, c'est lié au confinement. C'est lié au fait que les gens sont reconnaissants qu'on prenne des initiatives et qu'on essaye, même si on est coincé dans nos appartements, évidemment avec des moyens très limités, ben, ils sont reconnaissants qu'on tente nos chances quand même et qu'on essaye d'inventer d'autres façons de faire et qu'on partage ça. Et je pense que cette idée du partage qui est quand même au cœur de la médiation et de tout ce qu'on fait nous tous dans nos métiers, que ce soit moi dans mon équipe ou les musées de sciences ou les associations, ou les médiateurs et autres, ben, cette idée de partage, là, vraiment, au moment du confinement, elle peut être, on va dire, exacerbée, on va dire, exaltée, et on peut vraiment la prendre à notre avantage. Donc voilà, ça, je l'ai vu fortement. Et puis le public a réagi, c'est fou, quoi. Il y avait des familles qui ont refait des expériences chez elles, à essayer de peser une patate comme moi je l'avais fait en direct, à m'envoyer les résultats, des photos. Il y a des profs qui ont repris ça pour faire des TP à leurs élèves, qui ont fait même des infographies à partir de ça. Donc voilà, des réponses vraiment vivantes et de plein de gens qui disaient, voilà, ça nous a touchés que ça se passe là. Et je pense qu'en plus, il y a cette dimension du direct. Un peu comme nous en ce moment, voilà, si je fais une Oui. bêtise et que je laisse tomber un truc, ben voilà, le direct, ça a une force quand même incroyable. Et en ces temps confinés où tout est très dématérialisé, très virtuel, et on n'est que finalement seul ou avec notre famille, soudain de voir d'autres gens en direct, on a l'impression qu'on est avec eux, quoi, qu'on est chez eux. Et au début, j'étais pas sûr de le faire en direct, et je me suis rendu compte que je pense que ça a un rôle important, et que ça soit dans ma cuisine en direct, il y a un truc fort qui se joue parce que il y a le côté déjà sans filet, hein, qui est un peu propre, un peu comme le monde du cirque, quoi. Et puis il y a ce côté quand même, les gens ils sont chez moi avec moi en direct, hein. Il y a eu plusieurs commentaires sur mes chaussettes parce qu'il se trouve que j'étais en chaussettes, hein. Chez moi je mets pas de chaussures. Et donc voilà quoi, on était de l'autre côté du décor. Et je pense que ça a aussi l'intérêt de désacraliser un petit peu la figure du scientifique, quoi. Quand je fais mes conférences habituellement, je suis là sur l'estrade, le PowerPoint, le beau costume, le micro, le truc, je suis le professeur, quoi. C'est quand même ça, hein, dans la vulgarisation. Et là, on est vraiment passé à autre chose, quoi. Je suis dans ma cuisine, je me débrouille avec les moyens du bord et ma planche à repasser. Et je pense que les gens voient ça différemment. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça, qui m'ont dit que voilà, ça crée une espèce d'horizontalité, de contact un peu plus intime et direct, qui, à mon avis, est intéressant à explorer. Donc, si je Bien prends un sûr. peu de recul, je pense que le confinement, ça m'a obligé à inventer un truc que j'aurais jamais fait sinon. Jamais j'aurais osé faire un truc aussi naze, entre guillemets, et qui finalement ouvre des portes intéressantes pour la suite, quoi. Ça me permet d'explorer des formats que connaissent par cœur les youtubeurs depuis des années, mais que moi j'ai découvert un peu sur le tas, et où je pense qu'il y a quelque chose de marrant qui s'est créé et que je vais poursuivre. Donc ça, D'accord. c'était pour ta première question. Et ben écoute, justement, par rapport à ma deuxième question, qu'est-ce que qu'est-ce que cette situation change à tes pratiques? Comme tu le disais, tu es professeur, tu es enseignant-chercheur.
On a les youtubeurs qui font un très bon boulot, déjà, sur le numérique, sur YouTube, même sur les réseaux sociaux en général. Et maintenant, tu es dans cette position, de professeur confiné. Qu'est-ce que ça change dans tes pratiques, du quotidien? Ça change tout. Alors je vais dire des choses assez évidentes qui touchent tout le monde, quoi. On a tous appris en 5 minutes le télétravail, on a tous appris à utiliser Zoom, Skype, Hangout et tous les logiciels possibles et à comparer ce qui marche ou marche pas. Donc voilà, moi j'ai appris ça aussi très vite en direct avec mon équipe parce que j'anime quand même une équipe. Ce que ça a changé au quotidien, bah, c'est qu'on a récupéré plein de stagiaires qu'on n'aurait pas récupérés sinon, des gens qui n'avaient pas de stage à l'étranger, qui soudain cherchaient des stages et qui sont venus chez nous parce que nous, on peut télétravailler, en fait, on sait faire ça. Donc, ça a lancé plein de nouveaux projets. Et ce que ça a changé finalement, c'est que ça a été un moteur formidable pour chercher des nouveaux projets. Je vous donne un ou deux autres exemples. On a par exemple inventé un cadavre exquis scientifique. Alors, le nom, il est affreux, hein, mais si vous allez sur mon compte Twitter ou Facebook ou Instagram ou autre, vous verrez chaque jour, il y a un scientifique qui va produire une image. Et puis le jour suivant, c'est un créatif, un designer, un illustrateur qui prend l'image, qui s'en inspire et qui en produit une à son tour. Et on fait une chaîne comme ça, pour montrer une espèce d'objet un peu alternant entre art et science, on va dire, et qu'on a lancé, qui marche très bien. Un autre exemple, bah, on a lancé un stage avec un illustrateur scientifique sur la question du confinement, justement. Comment est-ce qu'on Mmh. peut mettre en scène toute la physique qui se passe depuis là, ma voix qui va dans ce micro, qui descend, qui va dans l'appareil, qui part dans le Wi-Fi, qui part dans la fibre optique, etc., pour revenir jusqu'à vous. La physique qui se déroule est absolument hallucinante et on s'est dit comment mettre ça en scène. Et puis avec l'école Estienne, on a aussi travaillé sur un workshop autour de l'ordinateur quantique, mais qu'on a dû complètement faire en confinement parce que tout le monde avait été coincé pendant le workshop. Et donc, on va faire une sorte de making-of qui est, mais comment est-ce qu'on est capable de construire une expo de médiation à distance? Et donc, Ouais. je pense que ce confinement, il change un peu les pratiques, évidemment, le télétravail et autres, mais il change surtout les sujets que je peux aborder. C'est-à-dire que moi, mon cœur de métier, c'est quand même la physique, mais il y a plein de trucs dans le confinement qui font penser à la physique ou qui permettent de faire de la physique. Et donc, toute notre idée à nous, c'est d'utiliser vraiment le confinement comme une force, quoi. Essayer d'utiliser cette galère impossible pour la retourner et pour trouver ce qu'on pourrait faire qu'on n'aurait pas fait sinon. Donc ça, c'est un truc parce que je pense qu'en plus, je réfléchis au projet après, et il me semble que ce qu'on vit tous là, en ce moment est un moment incroyablement fort et collectif, même s'il est très individuel, et qu'il va falloir capitaliser dessus après. Et donc, moi, j'imagine bien après, ben justement, quand je vais montrer une expo en septembre, raconter comment cette expo a été fabriquée en confinement, parce que ça touche tout le monde, qu'on y est tous, quoi. Donc, il y a un truc, il y a une opportunité, je pense, pour le monde de la vulgarisation. Euh, un autre truc aussi, ça change peut-être aussi la façon qu'on a d'aborder nos sujets, c'est sur les sujets eux-mêmes. Au début, je me suis vraiment posé la question de la légitimité, quoi. Je me suis dit, est-ce qu'il faut vraiment faire de la vulgarisation sur de la physique en ce moment, alors que tout le monde veut plutôt qu'on lui explique le coronavirus? Et en fait, j'ai eu beaucoup de retours après la conférence, notamment, qui me disaient, oh, ça fait du bien pendant une heure de plus entendre parler du virus. Et je pense qu'il y a ce truc-là, il y a cette espèce de boucle médiatique, évidemment, dans laquelle on est tous plongés, qui Mmh. est très anxiogène sur le coronavirus, et que ça fait peut-être du bien d'entendre parler aussi d'autres choses, et que la vulgarisation, comme la culture en général, bah, peut servir à ça, peut servir à nous alimenter un peu. Et en plus, je pense que la vulgarisation scientifique, et la médiation scientifique hein, plus généralement, elle a un rôle vraiment clé ici, qui n'est pas seulement de faire de la pédagogie sur le virus et sur toutes les fake news et compagnie, elle a un rôle aussi d'aider les gens à comprendre. Alors je m'explique. Je pense qu'en physique, nous, par exemple, on a souvent des courbes, des figures, et on peut expliquer comment elles marchent, ces figures-là. Et donc, ça permet d'apprendre à lire une courbe. Et là, quand on nous montre plein de courbes sur le coronavirus, ça devient vraiment utile. Donc, donner des armes aux citoyens pour qu'ils soient capables de décrypter tout ce qu'on leur dit sur le coronavirus, c'est important. Je veux dire, en ce moment, on voit beaucoup de courbes avec des exponentielles. On voit des échelles logarithmiques. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Est-ce qu'il faut lui faire confiance ou pas? Beaucoup de gens parlent de la dérivée première de la courbe pour voir à quel moment ça va redescendre. Ou est-ce qu'il y a un point d'inflexion? Et tout ça, c'est de la science. Et donc, à un moment donné, la vulgarisation, ça permet aussi d'expliquer ça, et puis d'expliquer la démarche scientifique. Je veux dire, c'est un truc important. Hein. Quand on entend toutes ces polémiques en ce moment sur certains chercheurs qui disent j'ai fait telle étude, mais il n'y avait pas un groupe témoin, ou il y avait un groupe témoin, etc. Voilà, la question, c'est comment on fait de la science, comment on la valide, comment on la compare, comment on la reproduit. Et toutes ces questions-là, elles se jouent un peu de la même manière dans tous les champs de la science. Donc, ce que je vais raconter en physique sur la façon dont la recherche se développe, par exemple, je pense que ça peut être utile aussi pour construire une grille de lecture pour les gens pour aborder la question du virus. Donc là, je me rends compte que j'ai complètement dérivé par rapport à ta question initiale. Donc sur Pas de la question problème. initiale qui était comment ça change mes pratiques, ça ne change pas le cœur de mon métier qui est essayer de produire des nouvelles façons de vulgariser, mais évidemment, c'est une contrainte intéressante pour justement trouver des façons de faire qu'on n'aurait pas eu de faire sinon. Donc j'essaie pas de refaire tout à l'identique d'avant, mais j'essaie d'utiliser le confinement
pour trouver d'autres façons de faire et on réfléchit à ça dans l'équipe. Et puis Et du côté justement des... Oui, pardon, excuse-moi, oh vas-y. non, pardon. Est-ce que tu aurais des conseils pour les professionnels qui sont dans la même position que toi, mais qui ne se sont pas encore emparés d'outils numériques, soit parce qu'ils et elles n'y sont pas habitués du tout ou ont peur justement de rater, de comme tu disais tout à l'heure, de faire tomber quelque chose, d'être de mauvaise qualité, d'être cheap, Ouais. des personnes qui n'osent pas? Alors, deux conseils peut-être. Alors d'abord, tu as dit aux professionnels, donc c'est-à-dire qu'ils sont professionnels, donc ils n'ont pas besoin de mes conseils. Ça, c'est le premier truc. Alors, je peux donner deux conseils. L'un sur le côté technique. Alors, sur les outils, bon, sur les outils de travail à distance et autres, moi, je les ai tous essayés. Vraiment, celui qui est le plus robuste, le meilleur, selon moi, pour l'instant, c'est Zoom. Donc, moi, je me suis converti à Zoom. Donc, voilà, ça, c'est un point technique. Un autre point technique, j'ai découvert comment justement arriver à faire de la vidéo, mais où on n'a pas juste un plan fixe, comme on l'a en ce moment. Imaginons que là, je vais alterner entre mon plan et puis un plan de webcam, et puis un plan sans micro. Il y a des moments où on veut couper le son, et puis un plan où on voit juste l'écran de mon ordinateur, etc. Et donc tout ça, on peut le faire très facilement avec un logiciel qui s'appelle OBS, hein, O comme Octave, B comme Bernard et S comme Sophie, qui est gratuit. Moi, j'ai appris à l'utiliser en très peu de temps. C'est très simple. En gros, on programme des fenêtres. Et on dit, bah, cette fenêtre-là, je voudrais qu'il n'y ait que PowerPoint. Celle-là, je veux qu'il y ait le micro et la webcam. Celle-là, je veux qu'il n'y ait qu'un micro et puis tel fond d'écran. Et puis après, quand on produit le stream, donc quand on appuie sur démarrer le stream, il va produire la vidéo et on alterne juste entre les fenêtres, donc un peu comme une régie qu'on contrôle très facilement. Et ça, après, on peut le relier à YouTube, par exemple, pour faire un YouTube live ou à d'autres logiciels, enfin d'autres plateformes qui permettent de faire des lives. Et donc après, YouTube, il fait que retransmettre ce qu'envoie OBS. Moi, j'ai découvert ça il y a une semaine à peu près. D'accord. Et c'est ce qui m'a permis de faire la conférence avec plein de plans différents et d'alterner un peu. Et l'autre conseil, c'est de se rassurer. C'est-à-dire que des retours que j'ai eu très souvent de la conférence, c'était c'est pas grave que ça ne soit pas propre techniquement, on sait bien que vous êtes dans la galère. Là, on a une chance incroyable, c'est que notre public, il est comme nous, il est coincé, il sait ce que c'est, il ne s'attend pas à une qualité incroyable. Donc on peut pour la première fois se permettre de faire des trucs complètement ratés. Et donc je vous encourage à ça, et je ne suis pas le seul dans le cas. Hein. Par exemple, j'ai mon collègue Jean-Michel Courty qui fait des super petites vidéos chaque journée dans son appartement en montrant des petites manips en direct avec sa famille. Elles sont pas super les vidéos, elles sont pas hyper clean, le son est pas parfait et tout et tout. Mais c'est assumé, je dirais, il n'y a pas le choix. Et vu qu'on est tous dans cette galère, ben, on l'accepte. Donc il y a une sorte de bienveillance et de tolérance du public, j'ai l'impression, qui fait qu'on a une case là pendant un mois ou deux, j'espère pas trop longtemps, pour tenter des trucs, même s'ils sont complètement ratés, même s'ils sont complètement bricolos, parce que personne ne nous en tiendra vraiment rigueur. Hein. Moi, je cite souvent ce film Be Kind Rewind, hein, Soyez sympa, rembobiné. Si vous ne l'avez pas vu, essayez de le voir. Où c'est des types qui, pour des tas de raisons, sont obligés de refabriquer des films un intégral, genre Robocop, en une demi-journée avec du papier alu et du scotch. Et ils y arrivent. Et tout le monde trouve ça formidable parce qu'il y a une générosité, un amusement, un truc. Donc il faut assumer le côté bricolo, je pense. Il faut faire juste attention à deux, trois trucs. Il ne faut pas que le son soit trop pourri. Il faut dire aux autres personnes dans la famille de ne pas trop courir dans tous les sens au moment où on fait le live ou des choses comme ça. Mais il ne faut pas hésiter à se lancer, quoi. C'est l'occasion ou jamais. Dans deux, trois Mmh. mois, on nous redemandera d'être absolument professionnels dans nos productions. Nous, ce qu'on produit dans mon équipe, c'est toujours vraiment des résultats hyper propres. Mais là, ben, pendant un mois ou deux, on a le droit de faire les choses un peu plus brouillon et de tester tout ce qu'on veut. Donc, n'hésitez pas à vous lancer, c'est le moment ou jamais, quoi. Et peut-être même que, justement, il y aura un après où nos structures, nos institutions seront un petit peu plus souples aussi sur les cadres habituels. Peut-être que ce confinement et ce qu'on a fait pendant ce confinement va aussi avoir des conséquences pour le après. Heu, Ouais, c'est une belle question. J'en ai mmh aucune mh. idée. Est-ce que ça redistribue un peu les rôles? C'était pas Je une sais question, pas. c'était plus, justement Ouais, une réflexion, tu vois? ouais, bah là, je sais pas. Ouais. On sait que les institutions reviennent aussi traditionnellement, en général, Mmh retour mh. à la case de départ. Mais en tous les cas, ce qu'il y a de vrai, c'est que pendant ces quelques semaines, les rôles sont redistribués quand même. On voit bien, par exemple, que les médiateurs des musées de sciences ont un rôle clé qu'ils avaient peut-être pas avant. Avant, ils avaient un rôle un peu à égalité avec tout le monde. Bah, maintenant, c'est clair que le médiateur, par rapport, je sais pas, au scénographe ou à d'autres métiers, il a un rôle parce qu'il peut être vraiment face publique, il peut monter un truc de chez lui, il peut se lancer. Il y a plein de musées de sciences qui le font en ce moment. Donc, peut-être qu'après, ben, ça permettra de reconsidérer le rôle du médiateur différemment dans les musées de sciences. Moi j'ai une affection particulière, évidemment, pour les médiateurs scientifiques. Et je pense qu'ils ont un coup à jouer là. Je veux dire, ils ont une manière là de montrer à quel point ils sont utiles et à quel point ils sont importants et à quel point ce côté humain de la médiation, qu'on ne peut pas seulement faire des expos, des dispositifs numériques, et qu'à un moment donné, il faut de l'homme, quoi, et de la femme, Tout à peut-être que là, on peut le remontrer en direct, quoi. Et ça n'empêche pas qu'il y ait plein d'autres choses numériques qui se fassent. Je sais que le Palais de la Découverte a fait une expo numérique sur le coronavirus, donc il y a plein de trucs chouettes qui se développent. Mais là, l'humain, il peut revenir vraiment en force, et c'est l'occasion.
Bien sûr, hein. Justement, le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences, en ce moment, leur offre numérique, c'est beaucoup, d'essayer de mettre les médiateurs et les médiatrices en avant depuis chez eux, chez elles, avec la problématique justement du, comment, quels outils, mais ça me fait dire que dans ce contexte où dans la société, on parle des fonctions essentielles et c'est elles qui nous soutiennent, qui nous portent, qui nous permettent d'avancer. Dans notre milieu de la culture scientifique, quelles sont nos fonctions essentielles et qu'est-ce que ça veut dire pour l'après? Est-ce qu'avant, on les considérait comme essentielles? Et si ce n'était pas le cas au niveau des structures, des institutions, est-ce que cette période va changer quelque chose? Et je l'espère, je l'espère. Ouais, 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 là, c'est une vraie question politique, je dirais, pour le monde de la culture scientifique. Mais en tous les cas, là, on est au cœur du truc. Alors, si je dis des mots un peu lourds, on a quand même une sacrée responsabilité. C'est-à-dire que là, on est redevable de culture scientifique dans les semaines à venir et en ce moment pour aider les gens à déchiffrer, à décrypter, à mieux comprendre la science, parce qu'elle est vraiment au cœur de la crise, cette science. Je veux dire, toutes les crises ne sont pas scientifiques, hein. Les gilets jaunes ne savaient rien de scientifique. Là, le coronavirus, on est quand même au cœur d'un problème lié à la science. Et donc, il y a un vrai, une opportunité et à la fois une responsabilité pour le monde de la culture scientifique de s'en emparer et de le faire intelligemment et de montrer qu'on est là et qu'on va essayer d'aider à notre petite mesure, hein. Je crois que chacun se demande comment il peut être utile en ces temps compliqués. Et ben, dans la culture scientifique, on peut être utile en faisant de la culture scientifique, je crois, et en essayant de le faire le plus largement et le plus ouvert possible. Et je pense aussi notamment vis-à-vis du monde scolaire. C'est pas simple ce qui se joue dans le monde scolaire en ce moment. Un enseignement à distance, des problèmes de fracture sociale, tous les problèmes de outils mal maîtrisés par les enseignants ou par les élèves, ou des outils qui ne sont pas adaptés. Et cette scolarité tendue, quoi, où les parents doivent prendre le relais et c'est pas simple pour eux non plus, ben, elle instaure aussi un rapport au savoir compliqué. Et c'est pas facile. Moi, j'ai plein de copains, c'est pas facile pour eux d'enseigner toute la journée à la place des maîtresses ou des maîtres ou des profs en collège, en lycée, notamment les disciplines scientifiques. Bien Et sûr. donc, il ne faudrait pas que la science en pâtisse forcément et ces enseignements-là non plus. Et donc, amener à Mmh. un moment donné un éclairage où il n'y a pas cet enjeu de la scolarité, où on peut se reposer, on peut un peu souffler, se faire plaisir avec la science, ben, il est important. Et je le dis parce que notamment, moi, si je reviens à la conférence confinée, il y a plein de profs qui ont pris cette conférence confinée pour la donner à voir à leurs élèves. Voilà, c'était un des jobs des élèves dans la semaine, c'est de voir cette conférence. Et qui m'ont fait des retours en me disant, bah, ça leur a fait du bien, quoi. Là, il n'y avait pas d'enjeu scolaire, on se faisait juste plaisir à regarder un peu de science. Et donc, je pense qu'il y a ça aussi qu'il faut tenir en compte. C'est-à-dire que nous, on est à côté du monde scolaire, qui est plus important, qui est plus prégnant, qui est présent partout dans beaucoup de familles. Et nous, on Mmh. arrive en surcouche. Il faut voir comment on se place aussi par rapport à ce monde-là. Et je pense que là aussi, on a une valeur ajoutée du côté ludique, du côté onirique, du côté etc., etc., où on n'a pas cette charge qu'ils aient à passer un examen à la fin, en gros. Bien sûr. Écoute, tu as répondu à ma dernière question finalement, qui était, selon toi, quel est le rôle de la culture scientifique, dans une crise lors d'une crise comme celle qu'on vit en ce moment et j tu y as très bien répondu. Est-ce que toi, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Non, j'ai l'impression que j'ai tout Mmh. dit. Ouais, il me semble que la culture Mmh. scientifique, elle a d'abord un pour rôle ben, d'éduquer, de former, etc. Mais elle a aussi un rôle qu'il faut vraiment pas négliger, qui est de distraire. C'est ça dont je me suis rendu compte, c'est que là, on est dans des temps compliqués où il faut un peu distraire les gens aussi. Et il faut assumer aussi ce côté distraction. Je veux dire, il ne faut pas se dire que Mmh. c'est pas noble ou je sais pas quoi. On peut distraire aussi en parlant de belle science, mais ce rôle de la distraction, il est clé. Et donc, j'encourage tous les gens qui vont, y compris les médiateurs ou les autres, qui vont par exemple monter des petits trucs chez eux et autres, à pas hésiter aussi à se lâcher un peu, quoi, à se faire plaisir, à s'amuser un peu et à transmettre de notre passion pour la science. Enfin, parce qu'on sait quand même, dès qu'on regarde, dès qu'on fait des études et autres, c'est que le premier truc qui se joue quand on fait de la vulgarisation, c'est est-ce que nous-mêmes, on aime ça et est-ce qu'on est passionné parce que ça se sent tout de suite. Et donc, je vous encourage, si vous, la science, ça vous amuse, si vous trouvez ça chouette, si vous trouvez ça important, intéressant, bah, à faire sentir votre passion et en sortant de tous les cadres habituels, lâchez-vous, brisez les frontières, c'est le bon moment. On ne pourra pas trop vous engueuler parce que si vous prenez l'initiative, c'est déjà bien. Et donc, essayez, et sinon, utilisez-moi comme exemple en disant, bah, si lui, il a pris du papier à lui et du scotch et des spaghettis, bah, moi aussi, je peux y aller. Et essayez de vous faire plaisir et d'explorer des trucs que vous n'auriez pas osé sinon. C'est vraiment le bon moment, quoi. C'est vrai. Et bah, écoute, merci beaucoup. Merci Bah, beaucoup merci de Julien ton pour accueil. ta participation, pour ton temps de préparation derrière. Je sais que tu es occupé et du coup, à bientôt pour la Bah, à prochaine bientôt. conférence Confino, c'est ça? Bien, tu as une date? Eh ben oui, c'est jeudi prochain, le 9 avril. Et puis il y a le cadavre exquis scientifique. Si vous voulez voir la tête que ça a, ben, tapez hashtag cadavre exquis scientifique tout attaché et vous le retrouverez sur les plateformes. Ou sinon, vous suivez mon compte par exemple sur Twitter. Et on a plein d'autres initiatives qui arrivent aussi. Donc si vous nous suivez sur Twitter, ben, vous les verrez arriver les unes après les autres. Et je souhaite plein de courage à tous dans ces périodes un petit peu troubles.
Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.